Bonjour, my name is Estelle Lefebvre and welcome in Saint-Barth. Un sourire qui illuminait les podiums, une silhouette sculpturale qui faisait tourner les têtes de Paris à New York. Et pourtant, elle a choisi le silence. Et j'avais envie de le partager, voilà, j'avais envie après... Estelle Lefebvre, icône des années 80 et 90, était partout, sur les couvertures de Elle, dans les campagnes légendaires de Guess ou encore sur les plages dorées de Sport Illustrated. On la disait parfaite, intemporelle, l'incarnation même de la beauté française. Mais ce que le public ignorait, c'est qu'au sommet de sa gloire, elle vivait enfermée dans un monde de faux-semblants. Elle avait tout, la célébrité, la richesse, l'amour médiatique avec David Hallyday, fils du rocker le plus adulé de France. Pourtant, quelques années plus tard, leur divorce jette une ombre sur son conte de fées. Et quand Johnny Hallyday meurt en 2017, son nom réapparaît dans les journaux, non pas pour son passé de mannequin, mais pour les tensions silencieuses autour de l'héritage du clan Hallyday. Estelle, sans dire un mot, se retire. Aujourd'hui, loin des flashs et des podiums, elle enseigne le yoga, prône le silence intérieur et la paix retrouvée. Mais que s'est-il passé entre la montée fulgurante d'une déesse des podiums et sa disparition volontaire? Que cache ce retrait discret, presque spirituel? Derrière les apparences se cache peut-être la plus grande leçon de sa vie. Avant les projecteurs, avant les robes haute couture, avant même que Paris ne prononce son nom avec admiration, Estelle était une enfant de Normandie. Née le 11 mai 1966 à Rouen, elle a grandi dans un monde loin du glamour. Sa famille, modeste, lui a offert une éducation simple, empreinte de valeurs classiques et d'une certaine pudeur propre aux provinces françaises. Il n'y avait rien dans son environnement immédiat qui prédestinait Estelle à devenir une icône de mode. Rien, sauf peut-être ce regard perçant et cette grâce naturelle qui dérangeait autant qu'elle fascinait. À l'école, elle ne passait pas inaperçue. Trop grande, trop belle, trop différente. Les autres filles la jalosaient en silence, les garçons n'osaient l'approcher. Elle se sentait souvent seule, comme si elle portait un éclat que les autres ne savaient pas apprivoiser. Son corps se transformait plus vite que celui des autres adolescentes, ses jambes s'allongeaient, son port devenait royal. Ce qui aurait pu être une source de fierté devint un fardeau dans une communauté où l'on valorisait la discrétion plus que la singularité. Estelle aimait observer le monde. Elle passait des heures à feuilleter des magazines de mode que sa mère apportait parfois de l'épicerie, fascinée par ces femmes que tout le monde admirait, mais que personne ne semblait vraiment connaître. Très tôt, elle ressent un tiraillement intérieur, une envie brûlante de s'exprimer, de s'échapper, de vivre au-delà des murs de sa petite ville. Pourtant, elle ne parlait jamais de ses rêves à voix haute. Comme beaucoup de jeunes filles sensibles, elle avait appris à se protéger par le silence. Ses parents, bienveillants mais pragmatiques, l'encouragent à suivre une voie stable. Elle entame une étude en esthétique et cosmétique à Paris, pensant un jour ouvrir un salon de beauté. Ce n'était pas encore le rêve, mais c'était déjà un pas vers un univers plus vaste, plus ouvert, plus libre. La capitale lui fait l'effet d'un électrochoc. Les visages, les sons, les odeurs, tout est plus intense, plus vivant. Et au fond d'elle, quelque chose s'éveille. C'est dans cette période charnière, entre adolescence et début de l'âge adulte, que Estelle forge sa force tranquille. Elle n'était pas du genre à crier ou à revendiquer. Son pouvoir résidait dans une forme de présence magnétique. Elle entrait dans une pièce et les regards se tournaient. Pas parce qu'elle le voulait, parce que c'était inévitable. Mais cette lumière naissante, elle la portait seule. Il n'y avait ni mentor, ni modèle familial à suivre. Juste cette voix intérieure, persistante, qui lui disait que sa place n'était pas ici, qu'un autre monde l'attendait. Un monde où ses différences deviendraient des atouts, où sa beauté ne serait plus une gêne, mais une arme silencieuse. Un monde où, enfin, elle pourrait s'incarner pleinement. La suite, comme souvent dans les histoires de femmes hors normes, arrivera comme un coup du destin. Mais avant cela, il y eut cette jeune fille solitaire de Normandie, debout devant sa glace, rêvant en silence à une vie plus grande que ce que son horizon lui promettait. Le destin, parfois, frappe doucement à la porte, et parfois, il surgit avec éclat, sans prévenir. Pour Estelle, tout a commencé un jour banal, dans une salle de cours à Paris, là où elle poursuivait ses études d'esthétique. Une camarade, fascinée par sa silhouette irréelle, lui glisse un nom. Un petit photographe de quartier qui cherche des modèles amateurs pour compléter son book. Curieuse, un peu flattée, Estelle accepte. Pas par ambition, pas encore, mais par envie d'explorer une part d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. La séance a lieu dans un studio modeste, avec des lampes de Fortine et un fond blanc un peu froissé. Rien de glamour. Et pourtant, quelque chose se passe. Devant l'objectif, Estelle se transforme. Elle ne sourit pas vraiment,
Elle ne pose pas avec assurance, mais elle capte la lumière d'une manière étrange, presque envoûtante. Le photographe, bluffé, envoie quelques clichés à une petite agence locale. 2 semaines plus tard, elle reçoit un appel qui change le cours de sa vie. L'agence lui propose un rendez-vous. Estelle hésite. Elle se sent étrangère à ce monde, incertaine. Lorsqu'elle en parle à ses parents, leur réaction est tiède. Son père, discret, hausse les épaules. « Si tu veux, mais fais attention. » Sa mère, plus inquiète, redoute les dérives d'un milieu qu'elle ne comprend pas. Estelle, elle ressent une tension nouvelle, entre la loyauté envers ses racines et l'appel de quelque chose de plus grand. Elle décide de tenter l'aventure, prudemment, à petits pas. Les premiers castings sont rudes, des regards froids, des silences pesants, des noms sans explication. Elle apprend vite à ne pas tout prendre personnellement. Mais elle garde en elle une fragilité tenace. Chaque refus est une éraflure, chaque acceptation, une victoire silencieuse. Puis vient la rencontre. Un directeur de casting pour une campagne de jeans. Jeune, audacieux, à la recherche d'un visage pas comme les autres. Il la voit, la scrute, lui demande de marcher, en silence. Puis il dit « Toi, tu as quelque chose ». Ce quelque chose deviendra son talisman. Estelle est choisie pour la campagne Guess. C'est le début d'un conte de fées. Les shootings s'enchaînent, les magazines s'intéressent à cette Française au regard doux et à la prestance féline. Très vite, elle attire l'œil des grandes maisons. Karl Lagerfeld la remarque lors d'un défilé à Paris, fasciné par sa grâce presque antique. Il l'invite à rejoindre les rangs de Chanel. Elle accepte, à la fois honorée et terrifiée. Mais cette ascension fulgurante ne ressemble pas à un rêve sans ombre. Estelle doute. Elle se sent parfois illégitime, comme si elle jouait un rôle qu'on lui avait confié sans qu'elle l'ait vraiment choisi. Elle se surprend à chercher son reflet dans les vitrines des taxis, à vérifier si elle est toujours elle-même. Dans les coulisses, on la surnomme la discrète. Elle ne boit pas, elle ne crie pas, elle ne séduit pas bruyamment, mais elle est là, toujours, avec une élégance silencieuse qui finit par s'imposer. Son premier grand défilé new-yorkais reste gravé dans sa mémoire. Le bruit des talons sur le plancher, le souffle retenu du public, les flashs qui crépitent, et au centre, elle. Droite, calme, presque sereine. À ce moment précis, elle comprend que quelque chose en elle a changé. Elle n'est plus la fille de Normandie qui feuilletait elle en rêvant. Elle est devenue l'image même de ses couvertures. Elle est passée de l'autre côté du miroir. C'est dans les années 1980 que la métamorphose s'achève. Estelle n'est plus seulement un visage qu'on remarque, elle devient un visage qu'on attend, qu'on réclame, qu'on imprime. Son allure incarne un idéal, celui de la femme française, à la fois mystérieuse et solaire. Chaque shooting devient une scène, chaque défilé une performance. Elle n'a pas besoin de parler, son regard fait tout le travail. À New York, elle électrise les studios de la 5e avenue. À Milan, on l'aperçoit dans les soirées exclusives des créateurs les plus en vue. À Paris, elle est partout, dans les vitrines, les abribus, les pages glacées de Vogue. Le nom Estelle Lefébure circule de bouche en bouche dans l'industrie, souvent accompagné d'un sourire admiratif. Il y a chez elle quelque chose que les autres n'ont pas, une absence totale d'effort. Tout semble couler de source. Quand elle apparaît dans les campagnes de Guess, c'est une révélation. Blonde, lumineuse, regard franc, corps sculpté sans arrogance. Elle devient le fantasme américain habité par une âme européenne. Puis viennent Elle, Marie-Claire, Cosmopolitan et enfin Sports Illustrated. Être sur cette couverture pour une Française, c'est comme décrocher un trophée réservé aux reines du rêve américain. Estelle y figure 3 fois et chaque apparition provoque un frisson dans le milieu. Mais ce n'est pas seulement sa beauté qui fascine, c'est son absence de stratégie. Elle ne court pas après la célébrité, elle l'accueille comme une invitée surprise, sans jamais s'y attacher. Les photographes la décrivent comme une lumière douce, un visage qui raconte sans bruit. Peter Lindbergh, avec qui elle collabore à plusieurs reprises, dira un jour « Estelle ne cherche pas la caméra, c'est la caméra qui la trouve ». Sa démarche sur le podium est différente, elle ne claque pas des hanches, elle glisse. Elle ne joue pas un rôle, elle incarne. Chez Chanel, Thierry Mugler ou Christian Lacroix, elle devient muse autant que mannequin. Karl Lagerfeld apprécie sa discrétion, son professionnalisme, sa capacité à rester elle-même au cœur de la tornade médiatique. Il lui prête une robe haute couture pour une soirée de gala, disant simplement « elle sait la porter ». C'est aussi à cette époque qu'elle croise la route de David Hallyday. Leur relation fait la une de tous les magazines. Elle, mannequin en pleine ascension, lui, fils de l'icône Johnny Hallyday et musicien à succès. Leur mariage en 1989 est vu comme l'union de 2 mondes que tout oppose et pourtant tout relie.
la mode et le rock, l'élégance feutrée et la rébellion artistique. Ensemble, ils forment un couple qui cristallise l'attention. On les photographie dans les tribunes de Roland-Garros, au bras l'un de l'autre à Monaco, souriant sur tapis rouge comme dans un conte. Mais derrière ces images parfaites se cachent déjà les premières fissures. Trop de lumière, trop d'attente, trop de projections. Estelle continue de travailler, de voyager, de paraître. Mais à mesure que les flashs crépitent, elles sont une lassitude sourde. Le succès est grisant, mais il est aussi cannibale. Il vous avale, vous recrache, vous redemande. Elle commence à refuser certains contrats. Elle choisit les collaborations, se retire parfois pendant des semaines. Dans un monde où chaque absence peut coûter une carrière, elle ose ralentir. Ce n'est pas encore un adieu, mais c'est un premier murmure, une intuition. Celle qu'un jour, elle devra tourner le dos à tout cela avant que tout cela ne la dévore. Elle aurait pu continuer à incarner l'idéal féminin des magazines. Elle aurait pu se contenter d'être belle, silencieuse, disponible. Mais Estelle Lefébure, derrière ses traits doux et ses gestes mesurés, cachait une détermination que peu soupçonnaient. Au tournant des années 90, alors que le monde de la mode s'emballe dans un tourbillon de glamour ostentatoire et de perfection calibrée, elle décide de ralentir, puis de dire non. Non à certains contrats trop intrusifs. Non aux séances photos qui la réduisent à une silhouette vide. Non aux campagnes publicitaires qui l'infantilisent ou la sexualisent à outrance. Elle ne le clame pas dans les journaux, elle n'écrit pas de manifeste, mais elle agit. Et dans un univers où le silence est souvent interprété comme la soumission, ce silence devient une forme de résistance. Après son divorce avec David Hallyday en 1992, les médias s'attendent à la voir s'effondrer, à se replier sur son image, à capitaliser sur sa célébrité passée. Mais Estelle prend une autre route. Elle change de coupe, s'habille différemment, accepte de poser nue, non pas pour provoquer, mais pour se réapproprier son corps. Ce corps qu'on a tant observé, marchandé, figé. Dans une série de clichés en noir et blanc, elle apparaît vulnérable, forte, présente. Et soudain, elle devient autre chose qu'un mannequin, une femme. Elle le dit un jour dans une interview rare. « Être belle, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui me touche, c'est ce qu'on dégage quand on ne cherche plus à plaire. » Cette phrase résume sa trajectoire. Elle aurait pu se fondre dans les attentes, devenir une égérie éternelle entre deux publicités de luxe. Elle choisit au contraire de s'effacer peu à peu, non par faiblesse, mais par choix. Ce choix l'amène à explorer d'autres chemins. Elle se forme au yoga, à la méditation, commence à lire des ouvrages sur la pleine conscience. Son entourage ne comprend pas toujours. Certains pensent qu'elle traverse une crise, d'autres qu'elle fuit. Mais Estelle, elle ressent enfin une forme de paix. Elle découvre un monde où l'apparence n'est plus centrale, où l'intériorité devient source de lumière. Lorsqu'on lui propose une émission télévisée sur le bien-être, elle accepte, à condition de pouvoir choisir le ton, les sujets, l'approche. Elle refuse les plateaux tapageurs, les formats criards. Elle veut parler de respiration, d'ancrage, de lenteur. Et contre toute attente, le public la suit. Car derrière la star oubliée, il découvre une femme qui ne ment pas, qui ne joue plus aucun rôle. Ce virage n'est pas sans conséquences. Certaines marques cessent de l'appeler. Les magazines ne la mettent plus en couverture. Le monde de la mode, friand de jeunesse et d'excès, la regarde désormais comme une icône en demi-teinte. Mais elle s'en moque. Elle a compris que la vraie élégance ne se mesure pas à la visibilité. Elle se mesure à la liberté. Dans les années qui suivent, Estelle publie un livre sur le yoga et l'équilibre intérieur. Pas un best-seller tapageur, mais un ouvrage sincère, à son image. Elle y parle du souffle, de la maternité, du corps après les projecteurs. Elle ne revendique rien, elle partage, et cela suffit. Ce que la mode voulait figer, elle l'a fait vivre autrement. Ce que l'époque attendait d'elle, elle l'a déjoué avec grâce. En refusant de se conformer, elle a dessiné une autre voie, plus silencieuse mais plus vraie. Et peut-être est-ce là, dans cette distance choisie, que réside sa plus grande victoire. Celle de ne plus être une image, mais une présence. Le drame n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se glisse dans les interstices d'une vie bien construite, sous la forme d'un nom qu'on n'a plus envie d'entendre, d'un deuil qui ne nous appartient pas mais qui nous rattrape. Pour Estelle Lefébure, le tremblement de terre est venu en 2017, à la mort de Johnny Hallyday. Cela faisait longtemps qu'elle avait quitté la famille, longtemps qu'elle s'était retirée du monde du showbiz, longtemps qu'elle avait préféré la voix intérieure au micro des plateaux. Et pourtant, quand le taulier s'éteint,
son nom ressurgit dans les journaux, les réseaux sociaux, les émissions du soir. Non pas en tant qu'ancienne mannequin ou femme accomplie, mais comme l'ex-belle-fille de. Le passé qu'elle croyait apaisé s'invite à nouveau dans son présent. La France entière suit alors un feuilleton médiatique mêlant douleur, argent et héritage. Les enfants biologiques et la dernière épouse de Genis s'opposent publiquement autour de son testament. Et au détour d'un article, d'une rumeur, d'un commentaire, le nom d'Estelle apparaît. On lui prête des opinions, des rancunes, des stratégies. On décortique ses liens passés, ses silences, ses absences. Mais Estelle ne répond pas. Pas une déclaration, pas une apparition, pas un mot. Là où d'autres auraient profité de la lumière pour reconquérir l'attention, elle choisit la marge. Un retrait volontaire. Et ce silence, une fois encore, devient une prise de position. Non pas un désintérêt, mais un refus d'entrer dans le tumulte. Elle, qui a longtemps été scrutée, commentée, refusait désormais de nourrir le cirque. Ce choix d'effacement ne passe pas aperçu. Certains le jugent hautain, d'autres courageux. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle continue d'élever ses enfants, de donner des cours de yoga, de publier discrètement des messages sur le souffle, la paix, la lenteur. Dans une époque saturée d'images, elle choisit l'absence. Dans un monde accro au like, elle choisit le silence. Mais ce silence a un prix. Les invitations se raréfient. Les grandes maisons ne l'appellent plus. Les plateaux TV, faute de polémiques croustillantes, la laissent de côté. Elle ne figure plus dans les classements, les rétrospectives, les hommages. Certains vont même jusqu'à penser qu'elle a disparu. Et peut-être est-ce exactement ce qu'elle voulait. Car derrière cette disparition médiatique se cache une autre forme de présence, plus intérieure, plus ancrée. Estelle n'a jamais revendiqué le statut de légende. Elle n'a jamais voulu briller pour briller. Ce qu'elle a toujours cherché, au fond, c'est un espace où elle pouvait exister sans se trahir. Et cet espace, elle l'a construit loin des podiums. Dans une interview rare accordée à un magazine de bien-être, elle dira « J'ai appris à m'aimer sans reflet ». Une phrase simple, mais bouleversante. Elle dit tout. La rupture avec le regard des autres, le retour à l'essentiel, l'abandon du masque. Et dans cette confession tranquille, il y a peut-être plus de force que dans toutes les couvertures de magazines réunies. Aujourd'hui, Estelle Lefébure vit à l'écart. Ni recluse, ni oubliée. Juste, alignée. Elle ne cherche plus à séduire ni à expliquer. Elle chemine. Et ceux qui croisent encore son regard y lisent une paix étrange, comme si elle avait trouvé un endroit que peu osent explorer, celui de la liberté silencieuse. Elle n'a pas révolutionné la mode par un scandale. Elle n'a pas écrit de manifeste, ni revendiqué de drapeau. Et pourtant, Estelle Lefébure a laissé une empreinte singulière, indélébile. Celle d'une femme qui a su exister sans bruit, briller sans brûler, disparaître sans fuir. À une époque où tout s'affiche, elle a osé se retirer. À un monde qui hurle, elle a opposé le souffle. Son héritage ne se mesure pas en campagne publicitaire ni en contrat prestigieux. Il se niche dans cette idée simple et radicale. On peut être admiré sans appartenir. On peut être belle sans s'offrir. On peut être célèbre et un jour dire stop. Non pas fatigue, mais par sagesse. Ce qu'elle a transmis à ses filles, à ses élèves, à ceux qui l'ont suivie dans son cheminement intérieur, c'est un art de vivre. Ralentir, écouter, se dépouiller. Estelle a été un visage d'époque, puis une voix intérieure. Une muse devenue guide, une icône devenue femme. Et si les podiums ne parlent plus d'elle, peut-être est-ce parce qu'elle n'en avait plus besoin. Peut-être est-ce nous qui n'avons pas su l'écouter autrement. Alors la question reste en suspens. Et si la plus grande force d'une femme, c'était justement de ne plus chercher à plaire ?